Candidat En Marche en déambulation dans les rues de Paris hier avec le Premier ministre Édouard Philippe. C'est votre cadeau de Noël, cette affiche avec le Premier ministre ? C'était un soutien amical hier et puis c'était surtout un soutien à nos commerçants qui souffrent beaucoup depuis 3 semaines. Et le début des grèves, il y a des chiffres d'affaires qui ont lourdement baissé. On était rue des Martyrs dans le 9e, qui est une grande rue commerçante de Paris, où il y avait des gens qui faisaient des achats et beaucoup nous ont dit d'abord de tenir bon et puis aussi nous ont souhaité de bonnes fêtes. Donc c'était à la fois amical et un geste de soutien à nos commerçants. Mais c'est bien aussi d'avoir un soutien en cette période où on regarde d'ailleurs les sondages attentivement. Vous qui rêviez d'un face-à-face avec Anne Hidalgo, voilà que vous faites jeu égal avec Rachida Dati, 17% chacun dans un sondage IFOP, 22,5% pour la maire sortante, tandis que Cédric Villani fait 14%, que son probable futur allié David Béliard fait 12,5%, donc 26,5% s'il pactise. Rien ne se passe comme prévu, pour reprendre un titre de livre célèbre. D'abord, l'élection parisienne ne se passe jamais comme prévu. En règle générale, les sondages de décembre ne font pas l'élection du printemps. Et donc, le plus on se tient à l'écart de sondages et le plus on passe de temps avec les Parisiens sur le terrain, le mieux c'est. Moi, c'est ce à quoi je m'emploie depuis maintenant plusieurs mois. Bâtir une équipe et puis surtout proposer un projet. Parce que est-ce que vous auriez dit ça ? Est-ce que vous diriez ça si les sondages étaient en votre faveur ? Ils ont été en ma faveur et je les ai de la même manière laissés de côté. Donc ça, oui, très sincèrement, je n'ai pas d'obsession sondagière. Mais ce dont je suis certain, c'est que il y a dans toutes les enquêtes un sentiment général, c'est que les Parisiens souhaitent un changement à la ville de Paris. Souhaitent changer, tourner une page, écrire une nouvelle page de l'histoire parisienne. Vraiment ? Quand on est à moins de 40% de souhait de réélection, et ça, ce sont toutes les enquêtes, y compris... Oui, 22,5 par rapport à tous les autres candidats où vous êtes quand même 10% il y a d'autres sondages où elle est à 19% et moi à 18%. Donc vous voyez, à nouveau, laissons de côté les sondages. En revanche, il y a un sentiment général qui est celui des Parisiens que je rencontre depuis des mois, qui est que la ville ne va pas bien, qu'ils ont envie de reprendre le contrôle de leur ville. Ils nous disent beaucoup, la ville nous a échappé. C'est un peu le bazar. On y circule mal. Quand on est piéton, c'est la loi de la jungle qui s'applique. On a du mal à se loger et ceux qui y travaillent n'arrivent plus à y vivre. Et c'est sans doute là l'enjeu principal de l'élection du mois de mars prochain, c'est de faire en sorte que Paris ne devienne pas, à l'image de certaines grandes métropoles mondiales, une ville-musée. Mais comment vous voulez faire ? Marche arrière avec un prix au mètre carré de 10 000 ? Travailler sur les questions du logement. Je ferai des propositions ambitieuses au mois de janvier. Donc sur la question du logement qui seront... Ce ne sera pas mon cadeau de Noël, mais je reviendrai avec grand plaisir vous dire ça au mois de janvier. Vous dire qu'il faut travailler aussi beaucoup sur les questions d'offres scolaires, d'offres de soins, parce que Paris n'échappe pas à des difficultés. Vous avez du mal à trouver des médecins en secteur 1 quand vous êtes dans le nord-est parisien, par exemple, où vous avez une offre scolaire qui est parfois dégradée dans certains arrondissements, même si, grâce à Jean-Michel Blanquer, on y a beaucoup travaillé, on l'a amélioré, mais je crois qu'on peut encore aller un peu plus. Vous avez face à vous des candidats qui ont d'autres propositions, et en fait, Villani, vous lui tendez la main simplement pour qu'il ne vous fasse pas concurrence. Vous n'avez pas vraiment besoin de lui dans la coalition Griveaux. D'abord, on a toujours besoin des gens de bonne volonté. Et moi, c'est à lui de le dire désormais. Mon sentiment, c'est qu'il s'éloigne de plus en plus de la République En Marche. Sur le plan national, nous avons défendu, lui et moi, nous sommes députés et nous avons été élus sur un projet qui portait en lui la question d'un système universel de retraite à points. Il en appelle à un référendum, ça n'est pas ma position. Sur les sujets municipaux, il tend la main, en tout cas il souhaite engager les discussions avec les Verts parisiens. Ils ne sont pas les Verts, à nouveau, Europe Écologie Les Verts, c'est une constellation. Les Verts parisiens, c'est particulier. Ils sont contre la police municipale, ils sont contre l'ouverture dominicale, et ils sont plutôt décroissants et contre le commerce, parce qu'ils considèrent que ça n'est pas utile à la ville de Paris. Ça n'est pas mes convictions. Et je ne crois pas que ce soit celles et ceux qui ont suivi Cédric Villani, qui s'engage sur cette voie un peu étonnante sur ces sujets qui sont très importants pour les Parisiens. La sécurité, la propreté, la question de l'activité de Paris, c'est les premiers sujets dont les Parisiens me parlent quand je vais à leur rencontre. Vous qui avez été l'un des architectes de la Macronie et qui ont construit justement une pensée politique qui esquive le clivage droite-gauche, Rachida Dati contre Anne Hidalgo, c'est un des scénarios qui se profile. C'est quand même le retour à l'ancienne politique et à cet affrontement gauche-droite. C'est ce qu'elles souhaitent profondément. C'est ce qu'elles ont toutes les deux toujours connu. C'est ce qui m'a fait dire qu'elles étaient au fond presque complices dans cette élection, Madame Hidalgo et Madame Dati, parce qu'elles aimeraient retrouver le balancier confortable de la gauche et de la droite, où on s'oppose systématiquement à ce que fait l'autre par pavlovisme quasiment. Moi, mon envie,
c'est de m'occuper des Parisiens, de laisser de côté les affaires d'appareil. J'ai 2 maires sortantes LR qui m'ont rejoint, une maire PS et une ancienne vice-présidente PS de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'on est d'accord sur l'essentiel. Sur les sujets dont je vous parlais, la police municipale, la question du logement, la question écologique, la question des transports, sur ces sujets-là, nous sommes d'accord. Moi, je bâtis une majorité de projets au service des Parisiens et je m'occupe assez peu des appareils. Pour clore le chapitre sur Paris, et ensuite on passera à la politique nationale, si vous le voulez bien, on vous savait bien placé, on vous voyait bien placé dans la course à Paris avant ces sondages. Et puis il y a eu en juillet dernier l'affaire de cet enregistrement qui a été fait à votre insu. Vous vous êtes excusé d'ailleurs. Oui. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Vous avez minimisé un peu aussi cette affaire. Est-ce que c'est pas là que ça a commencé à dégringoler pour vous, si j'ose ? Je vais vous dire, ce qui fait que cette élection est ouverte comme jamais, c'est parce qu'on a recomposé la vie politique française il y a 2 ans et que ces élections municipales en portent la marque. Il y a une force centrale qui est la République en marche et puis il y a celles et ceux qui voudraient retourner au balancier d'avant, gauche-droite. Je ne crois pas que ce soit l'envie des Parisiens. Les Parisiens, vous savez, ils se sont jamais vraiment déterminés sur un échiquier gauche-droite. Ils ont cru en des personnalités qui portaient des équipes. Quand Jacques Chirac fait le fameux grand chelem, je ne suis pas certain que l'Est parisien était RPR profondément, mais ils ont aimé Jacques Chirac. Pour la personne. Qui s'est donné pour eux. Vous avez une ambition chiracienne de la même manière que des électeurs de droite se reconnaissaient dans Bertrand Delanoë qui portait Paris au cœur. Je crois que c'est ça l'enjeu des élections du mois de mars prochain. Voilà 2 références auxquelles vous vous référez, si j'ose dire, et on le note. Aujourd'hui, 20e jour de grève dans le pays. Les grévistes s'essoufflent, mais ils sont courageux. Certains s'apprêtent à passer Noël loin de leur famille pour revendiquer le maintien de l'ancien système de retraite. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ? Je dis que il faut toujours avoir en tête quel est l'esprit de cette réforme. Depuis 30 ans, dans notre pays, les classes moyennes sont sacrifiées. Beaucoup. Et elles sont inquiètes de savoir si elles-mêmes auront une retraite. Et alors, quant à savoir si leurs enfants auront un système de retraite garanti, l'inquiétude est encore plus forte. Ce que nous sommes en train de faire, et ce qui est difficile, transformer un système qui est là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était le contrat social au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, prend du temps. Le principe, c'est d'avoir un système qui est plus juste et qui fait que quand on cotise 1 euro, qu'on soit salarié, commerçant, artisan, indépendant, fonctionnaire, eh bien, ça donne les mêmes droits à chacun. On ne va pas le faire du jour au lendemain. Je comprends que ça suscite des interrogations, des angoisses. Non, mais là, ça ne suscite pas des interrogations. Ce sont des gens qui vous disent stop, on appuie sur le bouton stop. Mais il y a beaucoup de gens qui... Yves Verrier le disait à votre place ici. On arrête. Beaucoup de gens nous demandent de poursuivre et de continuer, de ne pas lâcher. Parce qu'on ne joue pas la prochaine élection avec cette transformation. On joue la prochaine génération. Et c'est ça la noblesse de la politique, de ne pas avoir le nez rivé sur ses intérêts à l'élection d'après, mais bien de se dire que nous laisserons à nos enfants un système de retraite universel qui sera plus juste, plus équitable et plus lisible pour chacun. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari a affirmé qu'on pourrait avoir des méthodes plus coercitives, mais qu'on privilégiait le dialogue. Il a raison ? C'est important de privilégier le dialogue. Moi, quand je vois hier les images des fumigènes dans le métro à Paris, ligne 1, gare de Lyon, et que je vois que des enfants ont été pris dans ce moment-là... Ça, c'est inacceptable ? Non, mais c'est inadmissible au dernier degré. Je veux dire, le droit de grève... Vous savez, il y a des gens qui se sont battus pour le droit de grève. Il y a des gens qui y ont laissé leur vie. Je crois que s'ils voyaient aujourd'hui la manière dont certains détournent ce droit de grève et en font un droit à intimider, à empêcher et à bloquer certains, c'est pas acceptable. Moi, je respecte absolument le droit de grève et le droit de manifester, mais il ne doit jamais se faire au détriment des autres. Cette année, les Parisiens, Benjamin Griveaux, mais aussi les touristes du monde entier qui viennent à Paris ne célébreront pas Noël à Notre-Dame. C'est la première fois depuis 1803. C'est quoi votre sentiment là-dessus ? C'est un sentiment évidemment terrible. Vous savez, moi je crois que l'esprit de Noël et ce qu'on vient aussi célébrer avec Noël échappe au mur de là où on le célèbre. Je crois que c'est aussi dans nos cœurs et dans nos consciences. En tout cas, c'est le message qui est celui de Noël, quelles que soient au fond nos convictions religieuses. Donc, peu importe les murs, on fête Noël. Peu importe les murs, mais ce qu'on peut dire aussi et ce que Paris va dire au monde. C'est le candidat à la mairie de Paris qui dit ça. Ce que Paris va dire au monde aussi, c'est que nous allons la rénover, nous allons la reconstruire. Moi, ça a été l'un des premiers textes que j'ai voté lorsque je suis retourné à l'Assemblée nationale sur la restauration de Notre-Dame. Et nous rendrons au monde ce patrimoine absolument inestimable qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci Benjamin Griveaux d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.